Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bonjour à tous, alors comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors je sais, je vous dis tout le temps ça parce que j'innove et je fais des nouveaux formats, mais ça je ne l'avais jamais fait. Je vous ai demandé tout simplement de me poser tout type de questions en lien avec les problématiques de santé, la vie avec la maladie chronique, enfin tout type de questions, j'ai laissé ouvert. Et aujourd'hui je vais répondre à ces questions. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, si cette vidéo est éditée, si vous êtes en train de la regarder, c'est qu'on vient de passer le cap des 5000 abonnés sur YouTube. Je vous remercie particulièrement pour tous vos partages, pour tous les échanges, pour tous vos commentaires, pour tous les retours que vous me faites sur les vidéos qui me permettent de savoir finalement quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins et de répondre au mieux pour créer des contenus qui puissent être soutenants, qui puissent être aidants pour ce que vous vivez au quotidien. Donc je suis ravie que ça puisse vous aider, je suis ravie qu'on soit de plus en plus nombreux chaque jour et surtout n'hésitez pas à continuer à me proposer des sujets parce que quelquefois il y a des sujets que je ne pense pas aborder qui pourtant sont très importants et où je pourrais peut-être apporter certaines connaissances, certains éclairages pour vous aider à ce niveau-là. Alors dans cette foire aux questions, puisque c'est une foire aux questions, j'ai pris une quinzaine de questions, j'en ai reçu beaucoup plus mais grosso modo c'était à peu près les mêmes thèmes qui revenaient, donc j'ai pris une quinzaine de questions, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais elle risque quand même d'être un petit peu longue, vous commencez à me connaître, donc n'hésitez pas à aller vous faire une petite tisane, un petit thé, un petit café, à bien vous installer, ou alors, si c'est compliqué pour vous de regarder des vidéos parce que je comprends tout à fait cette difficulté à cause du brouillard mental, à cause de la fatigue, et bien tout simplement je vous ai mis dans la description un petit chapitrage où vous pouvez aller voir chaque question, comme ça vous pouvez sauter les problématiques qui ne vous intéressent pas et aller directement sur ce qui vous intéresse, et vous pouvez aussi reprendre la vidéo comme ça en plusieurs fois. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je reprécise, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis, mais pas pour vous dire que c'est ce qu'il faut faire, plutôt pour voir ce qui peut résonner pour vous et peut-être pour pouvoir déclencher certaines choses en vous, certaines pistes ou pas, en fonction de ce que vous vivez, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer souvent en message privé ou par mail des questionnements, des problématiques que vous avez pour que je puisse y répondre, sauf que je ne suis pas en capacité d'y répondre parce que je ne connais pas votre parcours de vie, je ne connais pas vos problématiques propres, nous ne sommes pas dans une relation, on va dire, thérapeutique, et pour le coup, je ne suis pas en mesure de vous guider pour comprendre votre cheminement, ce qui vous a amené à expérimenter ce que vous avez expérimenté aujourd'hui. Alors je parle bien au niveau émotionnel, au niveau psychique, puisque je ne suis pas du tout dans le domaine médical, je suis psychologue, et d'autant plus que selon moi, et ça c'est le deuxième point, en fait, selon moi, vous êtes la seule personne qui a les clés pour répondre à vos propres questions. Vous allez pouvoir trouver des pistes par résonance avec ce que vous voyez d'une autre personne, par résonance parce que vous apprenez d'une autre personne, mais en fait savoir si ça vous convient ou pas, savoir si c'est juste ou pas pour vous, il y a 15 000 façons d'expliquer quelque chose que l'on vit, 15 000 angles de vie, 15 000 vérités, enfin même plus de 15 000 en fait, chacun a sa propre vérité, et donc l'idée de cette vidéo c'est vraiment de pouvoir vous dire je n'ai pas la réponse, mais je peux vous dire qu'est-ce qui résonne en moi par rapport à moi, ce que j'expérimente, ce que j'ai pu expérimenter de ce que je sais en tant que psychologue, et vous verrez si des choses résonnent ou pas. Donc voilà, une longue introduction, comme je sais bien les faire, vous commencez à me connaître, mais je voulais vraiment mettre cette précision avant de démarrer pour être vraiment sûr que les choses soient bien claires sur le positionnement de cette vidéo. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est une question là que je n'ai pas prise sur Instagram, mais sous une de mes vidéos qui est sortie récemment, la vidéo sur le livre de Claire Marin. Je vous la remettrai là-haut pour ceux qui l'ont pas vue, où elle expliquait comment elle était très en colère contre le système médical, qu'elle avait beaucoup de colère contre la maladie, et il y a une personne qui m'a demandé comment as-tu réussi à dépasser cette colère, parce que je disais dans cette vidéo que moi j'étais dans cet état de colère, comme je pense vous l'expérimentez peut-être, et que maintenant j'étais plus du tout là-dedans, mais qu'à l'époque où j'étais dans cet état-là, ce livre m'avait fait du bien. En vérité, il n'y a pas de réponse déjà préétablie sur comment on dépasse la colère, puisque la colère, elle vient du contexte, certes, mais elle vient de ce qui résonne et ce que ça active en nous. Et je dirais à cette personne qu'on est la seule personne à savoir ce que ça active en nous et pourquoi on est en colère, et
et qu'est-ce qui fait résonance dans la situation, qu'est-ce qui fait que cette situation nous met particulièrement en colère? Est-ce que c'est le fait qu'on ne nous prend pas en charge, le fait d'avoir l'impression d'être abandonné du système médical, abandonné de notre entourage, le fait de perdre le contrôle sur tout ce qui nous arrive, la situation d'insécurité, la perte de repères, la perte de certains aspects de notre vie qui nous tenaient à cœur et la difficulté de faire ce deuil-là? En fait, chacun, on va avoir des raisons différentes pour que cette situation active de la colère en nous. Et comme la question était sur mon expérience à moi, je vais y répondre de mon expérience à moi. Moi, ce qui m'a beaucoup mis en colère et ce qui est très difficile, c'était comme pour beaucoup, hein, j'avais cette vision que quand on avait un problème de santé, tout simplement, le système médical actuel, il suffisait d'aller chez le médecin et on avait une prise en charge et on guérissait ou on ne guérissait pas, mais en tout cas on avait une prise en charge. Je l'avais déjà vécu pour d'autres problématiques de santé où je sais que cette problématique va évoluer dans le temps puisque c'est une maladie héréditaire qui évolue, mais où je sais que tous les 2 ans j'ai un suivi et que on me propose le maximum de ce qu'on peut me proposer de ce qui existe aujourd'hui pour prendre en charge cet aspect-là et que j'ai un spécialiste qui est très compétent là-dessus. Sauf que beaucoup d'entre vous qui me suivent vivent avec des pathologies, que ce soit des maladies auto-immunes, que ce soit d'autres types de pathologies, où aujourd'hui la science ne sait pas complètement expliquer tous les tenants aboutissants, où le domaine médical n'est pas toujours en accord, ou quelquefois même la prise en charge nie nos difficultés. Et du coup là, la colère, moi je l'ai pris de pleine face, puisque à un moment donné, ma croyance que le système médical était là pour me prendre en charge n'était plus là, puisque j'allais voir des médecins et on me renvoyait soit qu'on ne pouvait rien faire, soit que je ne vivais pas ce que je vivais et que je devais avoir une problématique psychique. Ça me fait rire maintenant avec le recul, soit que c'était le fameux psychosomatique, jusqu'à ce qu'on, en effet, que je trouve un bon médecin qui me fasse des analyses poussées, qui comprenne qu'il y avait en effet quelque chose physiologiquement qui ne fonctionnait pas. Moi, la colère, elle venait de cet abandon-là, du fait de souffrir et du fait que personne n'était là pour nous aider, et voilà. Donc ça avait généré beaucoup de colère parce que j'étais dans cette attente que l'extérieur me prenne en charge. Et comment j'ai dépassé cette colère? Eh bien, tout simplement, moi j'ai fait ce cheminement-là, mais c'est un cheminement personnel, puis attendre de réponses de l'extérieur et de prendre en charge ce que je pouvais prendre en charge au niveau de ma santé et de ne plus autant attendre des médecins, puisque jusqu'à présent, un médecin me disait quelque chose, je le croyais. Et ça me mettait beaucoup en colère parce que finalement j'allais voir un autre médecin, on me disait autre chose et je passais ma vie à aller voir plein de médecins en des premiers temps, à prendre énormément de traitements qui ne m'aidaient pas, qui me coûtaient énormément d'argent. Et en fait, moi, la colère, elle est passée à partir du moment où j'ai décidé de m'écouter. C'est pour ça que je parle beaucoup d'écouter ce qui est juste pour soi, de m'écouter et de voir ce qui résonne ou pas. De savoir dire, ok, je vais voir le médecin, je prends son conseil, je prends son angle de vue, je l'écoute. Je vois s'il résonne pour moi et s'il résonne pas, peut-être que j'aurais été pour rien à la consultation, mais en tout cas, je ne vais pas essayer de tenter quelque chose si dès le départ je sens que ce qu'il me propose, je suis pas à 100% dans l'adhésion avec ce qu'il me propose, parce que pour moi, en tout cas, ça ne résonnait pas pour moi. Et l'idée, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qui me met en colère, quelle est la croyance, en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidé, quelle est la croyance qui est en dessous. Et moi, une grosse croyance que j'avais, c'est je ne devrais pas vivre ça, la situation ne devrait pas être comme ça. Il y avait cette notion d'injustice qui me mettait dans une telle colère que je redoublais de contrôle, je redoublais de colère, Et en fait, en faisant tout ce cheminement de dire ok, c'est finalement un cheminement d'acceptation aussi, et de reprendre son propre pouvoir, j'arrête pas de parler de ça en ce moment, mais la colère est partie toute seule en fait. Ce qui ne veut pas dire que quelquefois je ne suis pas en colère, excusez-moi, mais c'est en tout cas une des pistes qui m'a permis de dépasser la colère. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant en colère, je me combattais moi-même en fait, puisque la maladie, les problématiques de santé étaient dans mon corps, et que du coup, si je me mettais à m'énerver contre ça, je m'énervais contre moi-même, et je perdais de l'énergie que j'aurais pu mettre dans autre chose. Mais après, comme je vous dis, en fait, c'est un cheminement personnel, il ne faut pas hésiter à se faire aider par quelqu'un quand on sent que vraiment nos émotions nous dépassent. Ça ne veut pas dire que le problème est psychologique, ça ne veut pas dire que vous avez un problème psychique, ça veut juste dire qu'à un moment donné, un dérèglement physiologique impacte forcément le psychologique, et que sur cet aspect psychologique, vous pouvez vous faire aider, vous faire accompagner, vous n'êtes pas obligé de rester seul face à ça. Donc moi j'ai fait le cheminement toute seule, mais si j'avais eu besoin, si ça avait trop duré, j'aurais été voir quelqu'un pour m'aider à ce niveau-là. Donc voilà pour cette
première question. Je vais essayer d'être plus rapide sur les prochaines. Alors la deuxième question qu'on m'a posée, c'était comment apprendre à partager notre vulnérabilité alors qu'on s'est toujours montré solide. Et comment accepter notre vulnérabilité aussi, on m'a demandé beaucoup. Donc là... Cette question me touche d'autant plus avec la dernière vidéo que je viens de vous sortir. Pareil, je la mettrai là pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce qu'il y a eu vraiment moi un shift, un changement sur la vision que j'avais de la vulnérabilité qui s'est passée ces derniers mois. Donc bien sûr, hein, on ne peut pas répondre de manière globale, parce que ce qui fait qu'on ne veut pas se montrer vulnérable aux yeux des autres, pour chacun d'entre nous, ça va être des choses différentes. Mais souvent, c'est à cause d'une peur, c'est à cause de croyances, et j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être important d'aller regarder à l'intérieur de soi quelles sont les peurs, qu'est-ce qui va se passer si je me montre vulnérable, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui pourrait arriver de si terrible si les autres me voyaient, du coup, comme dit cette personne, pas solide, me voyaient dans une position de faiblesse, me voyaient dans une position sans armure, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles sont les croyances peut-être que j'ai qui me disent que je dois être forte, pourquoi j'ai ces croyances, qu'est-ce qu'il se passerait pareil si... j'acceptais d'avoir la croyance inverse, et c'est finalement de voir à l'intérieur de soi quelle part de soi on essaye de cacher aux autres finalement, et pourquoi on pense que montrer ces parts de soi là, ça va nous mettre en danger. Ça peut peut-être être une piste pour explorer, pour comprendre pourquoi on a du mal à se montrer dans notre vulnérabilité. Si vraiment c'est vraiment compliqué et que vous le vivez très mal d'être dans cette position où vous êtes vulnérable et du coup vous vous sentez extrêmement faible, ben, pareil que tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un pour vous aider à identifier ce qui se joue en vous, et pour peut-être vous aider aussi à changer vos croyances sur ce qui est montrable ou pas de vous, et sur quelles sont les peurs qui sont derrière, et quelles sont finalement les expériences de vie qui m'amènent à croire que je ne pourrais pas me montrer de telle ou telle manière, et peut-être à revoir ces expériences de vie, enfin bon, à faire une psychothérapie si c'est vraiment trop difficile. Troisième question, on m'a noté une problématique qui est la peur de ne plus savoir vivre quand on commence à aller mieux après plus de 5 ans passés au lit. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme... question qui n'est pas une question, mais c'est finalement la question sous-jacente, c'est comment faire pour revivre, pour reprendre une vie entre guillemets normale après avoir eu 5 ans comme ça, entre parenthèses, d'une maladie, de perte de repères, de tout qui s'écroule. Comment faire pour reprendre, se remettre dans la vie de tous les jours finalement. Et ça c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Je pense qu'on peut trouver de plus en plus de contenu sur le fait que c'est difficile de vivre avec une maladie chronique et que psychologiquement ça affecte, etc. Mais la reprise de la vie après, quand on a eu vraiment une pathologie où on a été, là comme cette personne, alité et vraiment déconnecté pendant 5 ans, c'est quelque chose dont on parle pas et qui pourtant peut être... extrêmement difficile, générer beaucoup de souffrance. Alors, les psychologues qui travaillent avec les équipes d'oncologie, par exemple, connaissent bien cette problématique qui est celle, par exemple, d'une personne qui a vécu avec un cancer pendant plusieurs années, qui a combattu un cancer pendant plusieurs années et qui est en rémission et qui finalement s'est toujours montré entre guillemets, parce que j'aime pas cette idée, mais très forte ou très fort, c'est-à-dire n'a pas laissé paraître de difficultés, n'avait pas de difficultés durant la période la plus difficile, et qui s'écroule totalement au moment de reprendre sa vie normale. Ça c'est quelque chose dont on parle peu, et du coup qui est mal compris de l'entourage, où on se dit bah oui mais maintenant c'est bon, c'est derrière toi, tu devrais aller bien, et finalement il y a cette dépression réactionnelle, il y a ce moment où on s'écroule parce que, et c'est normal, on ne sait plus comment vivre normalement. En fait, on a investi toute notre énergie, là pour la personne peut-être pendant 5 ans, cette énergie à s'adapter à une situation qui était extrêmement difficile, où il fallait tenir, où la vie se résumait à je tiens. Et d'un coup, finalement, la tempête s'en va, on revoit un petit peu le ciel bleu, et on se dit, ok, il faut reprendre la vie normale, mais en fait, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 5 ans. Je ne vois plus les choses de la même manière, peut-être ma cellule familiale est totalement différente, puisque tout s'est réorganisé dans la cellule familiale, ma vie professionnelle aussi, j'ai plus mes repères, comment je fais pour retourner dans la vie? Et puis il faut pas nier aussi qu'il y a des peurs. Voilà, on a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, et que ça peut être générateur d'un traumatisme. Et ça, on n'en parle pas souvent, que la maladie est une expérience qui peut être une expérience traumatique, au sens où
on n'a pas assez de ressources pour processer tout ce qui nous arrive et que la mémoire garde trace de cet événement comme quelque chose dont il faut se souvenir parce que c'est quelque chose qui risque d'être menaçant pour nous et du coup les gestes qui étaient naturels sont maintenant empreints de peur et d'appréhension et peut-être pas cognitivement mais en tout cas notre physiologie garde trace de ça, excusez-moi. Donc je ne réponds pas à la question, mais je vais y répondre. Ce que je conseillerais à cette personne, si c'est vraiment trop difficile, une fois de plus, mais je vais vous le dire pour toutes les questions, pas hésiter à se faire aider d'un psychologue qui connaît ces problématiques-là. Et j'aurais tendance à conseiller beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance avec soi-même, beaucoup de compassion, de ne pas se forcer, de ne pas se juger d'être comme ça, c'est normal. Ça prend du temps, il faut y aller en douceur, il faut y aller à son rythme, il faut recréer ses repères au fur et à mesure et surtout de ne pas se rejeter dans la vie tout de suite, dans le sens de ne pas se rejeter dans les contraintes tout de suite. De refaire une vie un peu douce si on peut se permettre, c'est-à-dire de refaire des choses qu'on aime, de refaire des choses qui mettent le corps en confiance, qui met la psyché en confiance, je ne trouve pas le mot mais c'est pas grave, qui nous met en sécurité en tout cas pour qu'on puisse avancer petit à petit. C'est-à-dire de pas tout de suite se rejeter dans le bain et prendre comme ça et se dire non mais j'y arriverai pas quoi, c'est trop et la physiologie va réagir, d'y aller petit à petit. Alors clairement, si vous me regardez, que vous vivez avec une maladie chronique et que vous dites oh ben mince, il va m'arriver ça quand je vais aller mieux, non, ça n'arrive pas à tout le monde. Tout dépend ce qu'on a vécu, tout dépend comment on l'a vécu, tout dépend notre histoire, tout dépend qui on est, mais c'est quelque chose qui peut arriver et il ne faut pas hésiter à se faire aider si c'est vraiment trop difficile. Il ne faut pas avoir de honte surtout à vivre ça, parce que quand vous allez en parler peut-être à votre entourage, les gens ne vont pas forcément comprendre. Ce qui est normal puisque vous allez mieux physiquement, donc pourquoi c'est là que vous allez craquer à ce moment-là ? C'est pas forcément compréhensible, faut pas leur en vouloir, c'est normal, ils vivent pas ce que vous vivez, ils ne sont pas passés à travers ce que vous vivez, mais ne pas hésiter à en parler à un professionnel qui connaît ce type de problématique. Bon, je suis en train de voir qu'on en est qu'à 3 questions, que je prends 10 minutes par question, mais j'ai pas envie de bâcler, donc on va y aller tranquillement, on va prendre notre temps et puis vous regarderez cette vidéo à votre rythme. De toute façon, peut-être vous ne serez pas interpellé par toutes les questions, donc vous irez voir mon chapitrage. J'ai une 4e question qui m'est posée. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question sur la vie intime et la maladie, sur la sexualité et la maladie, sur le couple et la maladie, sur le fait que ça engendrait des problèmes dans la relation de couple, que ça engendrait de la souffrance, que vous ne saviez pas comment vous positionner. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir fait ce constat-là. Bon, alors déjà, je précise, je ne suis pas du tout sexologue. J'ai dû avoir un module de formation de 20 heures à la fac, donc je ne serai pas en mesure de vous répondre à ce niveau-là. Je ne vais pas répondre sous cet angle-là, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui est complexe, parce que, j'allais dire, c'est presque le point de convergence entre différentes problématiques qui se retrouvent à ce niveau-là, et c'est normal que forcément la maladie impacte ça, puisque pour être dans une relation épanouissante, avoir une vie intime épanouissante avec l'autre, il faut être dans l'échange avec l'autre. Et que déjà, si on part de ce principe-là, la maladie chronique va changer finalement la relation qu'on a avec l'autre. Alors, elle va la changer de plein de façons différentes en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre partenaire, mais en tout cas, on ne sera plus dans la même notion d'équilibre. Il va falloir recréer un équilibre puisqu'on n'est plus forcément dans les mêmes rôles, on ne peut plus peut-être autant qu'avant, on n'est plus dans le même état d'esprit non plus, et on ne voit plus la vie de la même manière, donc forcément ça va impacter à ce niveau-là, ça va changer la situation du couple. Deuxièmement, ça va aussi impacter pour la personne qui vit avec un problème de santé chronique, d'autant plus que c'est un problème qui est invalidant, qui prend beaucoup de place. La personne n'aura plus l'espace mental finalement toujours d'avoir cette disponibilité pour l'autre. Et puis il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pour être à l'aise avec l'autre, pour être à l'aise dans la vie intime, il faut être dans un socle de sécurité avec soi-même, un socle de sécurité avec l'autre, un socle de sécurité avec son corps. Et la maladie va impacter la relation qu'on a avec notre corps et justement cette relation qu'on avait avec notre corps d'être en sécurité avec notre corps, puisqu'on ne pensait pas notre corps fonctionner, là le corps quelquefois, le rapport au corps se change, le corps devient un petit peu l'ennemi parce qu'il nous fait souffrir, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a de la fatigue, etc., etc. Et on peut avoir ce réflexe de se déconnecter de son corps. Donc d'autant plus si c'est ce qui se passe, si vous vous déconnectez de votre corps, forcément la vie intime, c'est quelque chose qui va vous obliger à vous reconnecter avec votre corps. Donc ça peut
vous faire fuir d'autant plus, ce que ne comprendra peut-être pas votre partenaire. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et puis la chose dont je n'ai pas parlé mais qui est basique, c'est que forcément il y a certains traitements, il y a certains traitements ou liés vraiment à la pathologie dont vous souffrez qui vont affecter aussi votre libido, et forcément à un moment donné, vous avez tous ces changements en vous qui vont changer vos envies, qui vont changer vos rapports à l'autre, et l'autre, lui, n'aura pas ça. Donc forcément, à un moment donné, il va falloir retrouver un équilibre et pouvoir se réajuster tous les deux pour pouvoir avoir de nouveau une vie intime épanouissante. Alors peut-être différente de celle que vous aviez avant, mais retrouver votre point d'équilibre. Et pour ça, la base, en tout cas selon moi, c'est la communication. Et quelquefois, la communication, elle est rompue. Donc une fois de plus, si la communication est rompue, avant d'aller voir le côté vie intime, déjà voir si le côté communication fonctionne bien. Et s'il ne fonctionne pas bien, il ne faut pas hésiter, une fois de plus, à se faire aider par quelqu'un. Si c'est juste sur l'aspect vie intime, parce que c'est compliqué pour vous, parce que votre relation avec votre corps est compliquée, que l'autre ne comprend pas forcément, que les ajustements sont compliqués, vous pouvez aussi consulter un sexologue, ils connaissent bien ces problématiques, pour pouvoir trouver des zones d'adaptation, pour pouvoir avoir cette communication à ce niveau-là, parce que c'est pas toujours évident. Déjà, c'est pas toujours évident de communiquer, mais encore plus sur ces sujets-là. Donc, pas hésiter à se faire accompagner si c'est vraiment quelque chose qui vous fait souffrir. Et puis sinon, communiquer avec votre partenaire. Je pense que c'est la chose la plus importante. Mais je vous rassure, en tout cas, pour les personnes qui m'ont posé toutes ces questions, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à vous poser ces questions. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce type de problématique, puisque c'est, je crois, une des questions qui est le plus revenue souvent qu'on m'a posée. En 5e question, on m'avait demandé, y a-t-il une manière bénéfique de s'alimenter, pas trop de sucre, certains aliments bénéfiques, etc. etc. Donc là, clairement, c'est pas du tout mon domaine, puisque le principe de cette chaîne de Glyph Factory, c'est vraiment de vous donner des ressources pour vous accompagner le mieux possible face aux difficultés psychiques, émotionnelles qui découlent de la vie avec la maladie. Donc sur l'aspect nutrition, je n'ai aucun avis à donner, j'ai mes propres avis pour moi-même, mais qui ne valent que pour moi-même. Juste, je voulais vous dire, faites attention à tous les discours que vous trouvez sur Internet, parce que ce que vous direz à quelqu'un n'est pas forcément ce qui est juste pour vous, en fonction de votre physiologie, en fonction de comment vous fonctionnez. Donc, toujours partir de soi. Je pense que, en tout cas moi, c'est ce qui me parle. Vous voyez si ça vous parle à vous. 6e question, on me demandait s'il fallait adhérer à une proposition thérapeutique pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle améliore les problématiques de santé. La réponse très courte, non, pas forcément. Je la fais très courte celle-là, mais en fait pas forcément. C'est-à-dire que quelquefois, vous n'allez pas forcément adhérer, vous n'allez pas forcément vous dire que cette médication est adaptée pour vous et elle fonctionnera. Et quelquefois, vous allez vous dire que c'est adapté, que c'est ce qui vous convient et vous allez avoir beaucoup d'attentes, ça fonctionnera pas. Et quelquefois, on vous donnera quelque chose qui clairement va faire un effet placebo, n'a pas vraiment de principe actif et ça fonctionnera. Et ça fonctionnera pas plus tard. En fait, non. Il n'y a pas de... En tout cas, voilà, il n'y a pas d'études là-dessus qui montrent qu'il faut absolument adhérer au protocole thérapeutique pour qu'il fonctionne. Par contre, il y a des études qui montrent que le taux d'adhésion du patient fait qu'un traitement aura plus de chances de fonctionner statistiquement, mais c'est une statistique, c'est pas du 100%. Vous voyez ce qui fonctionne pour vous. En tout cas, moi je sais que maintenant, avec ce que j'ai vécu, si je n'adhère pas, j'ai peu de chances que ça fonctionne, parce que voilà, mais ce n'est que pour moi, et voilà, donc voyez pour vous. Ensuite, on m'a posé une question, 7e question, en fait non, il y en a plusieurs, on m'a posé une question avec 3 questions dedans. C'est depuis votre expérience d'aujourd'hui, quelles sont les prises de conscience qui vous ont fait le plus avancer? Donc question plutôt perso. Quelles sont les nouvelles habitudes qui vous ont facilité votre quotidien et quelles sont les erreurs qui vous ont fait perdre du temps? Donc ça, je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire une vidéo directement là-dessus. Je vais y répondre très rapidement et puis si vous voulez plus de détails sur certaines problématiques, certains aspects de ce que je vais évoquer, n'hésitez pas à me le dire. Donc première chose, quelles sont les prises de conscience qui vous ont fait le plus avancer? Il y en a eu beaucoup. Je crois que vraiment le gros shift, le gros changement, ça a été la compréhension du fonctionnement du système nerveux autonome. Ça m'a vraiment permis de relier l'aspect psychologique, l'aspect psychique à l'aspect corporel, physiologique, et de voir que tout était lié avec notre nerf vague et le nombre de fibres qui passent afférentes et efférentes et la communication entre notre corps et notre cerveau. Ça a été de comprendre finalement comment il fonctionnait réellement et comment la volonté n'était qu'une toute petite partie de ce que
de comment on pouvait gérer les choses, et que clairement dans une situation de maladie chronique la volonté ne sert à rien du tout. Il y a aussi, alors là je vous parle des choses théoriques parce que moi, de par mon fonctionnement, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être ok au niveau de mon mental pour pouvoir mettre des choses en place, des changements en place, mais tout le monde est différent. Et moi je sais qu'il y a particulièrement deux études qui m'ont vraiment fait changer mon regard sur les choses, et du coup d'où a découlé tout le reste de mes prises de conscience. En tout cas, où c'est comme si les pièces du puzzle s'étaient imbriquées en moi pour me montrer un petit peu la direction de ce qui me convenait à moi, pareil, toujours à moi, et qui ne serait pas valable pour d'autres. Ça a été les études de Navio. Alors pareil, je ne sais pas si je vous le mettrai là parce que je suis plus sûre d'avoir assez de place avec les fiches, mais sinon je vous le mettrai en description. J'avais fait un article, je crois que j'avais appelé ce que devraient savoir les gens qui vivent avec une maladie chronique, où je parle de ces deux études de Navio sur la réponse cellulaire au danger, sur comment fonctionnent nos cellules quand on vit avec une maladie chronique, les changements finalement métaboliques qui se mettent en place avec le cycle de santé, le cycle de guérison. Bon, je vais pas aller dans le détail, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, je vous la mettrai aussi en dessous. Et ça, cette vision-là, de me dire ok, mais en fait tout est relié, je le savais déjà, mais là j'ai l'explication, et avec cette explication je vais pouvoir mettre des choses en place pour vraiment m'accompagner et m'aider, être plus en paix avec ce que je vis. Ça m'a énormément aidé parce que moi, de par mon fonctionnement, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir adhérer à quelque chose. On est tous différents là-dessus. Ça m'a aussi aidé à arrêter de faire de mon corps l'ennemi, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, je me disais que mon corps me lâchait, j'en voulais à mon corps et c'était lui qui m'empêchait, etc., etc. C'était très violent en fait envers moi-même, cette relation que j'avais avec mon corps. J'étais vraiment scindée en deux entre ma tête et mon corps. Et de comprendre ce fonctionnement-là, ça m'a aidé à avoir beaucoup de compassion aussi pour mon corps et pour le fait qu'il faisait le maximum qu'il pouvait. Ma physiologie s'adaptait comme elle pouvait et elle faisait déjà le maximum. Après, une autre prise de conscience, ça a été le fait que j'étais expert de ma propre santé et de mon propre fonctionnement. Ça a été très important, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait qu'avant, au début, je crois que c'est dans la première question, je cherchais toujours les réponses à l'extérieur. Et là, je cherche à comprendre en cherchant des informations, mais je suis toujours, voilà, je me laisse plus parasiter par tout ce que me disent les gens et qui peut être quelquefois extrêmement anxiogène sur la santé et sur le médical. Et là, je vais arriver directement à la deuxième question. J'aurais tellement de choses à dire, mais on va essayer d'être rapide. Quelles sont les nouvelles habitudes qui ont facilité votre quotidien? Alors, en nouvelles habitudes qui ont facilité mon quotidien, déjà d'arrêter de chercher la réponse à l'extérieur. Et quand c'est compliqué, quand c'est difficile, de chercher à l'intérieur ce qui se passe en moi. On va dire de reconnecter avec ma boussole intérieure, ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, de faire du coup confiance à mes ressentis et de savoir identifier quels étaient les ressentis qui venaient de mon fonctionnement automatique et quels étaient les ressentis qui venaient de ce qui sonnait juste ou pas pour moi, grosso modo qu'est-ce qui venait du fait que j'avais peur et que j'anticipais, qu'est-ce qui venait de ce qui était juste. Pour toute façon là ça reste très théorique tout ce que je vous dis, mais je vous mettrai des vidéos en dessous pour que vous compreniez de quoi je parle. Ça a été aussi d'arrêter de rechercher la sécurité à tout prix. C'est-à-dire qu'avant, j'attendais que tout soit ok pour faire quelque chose, et avec forcément les symptômes au quotidien, rien n'est jamais complètement ok, complètement parfait. Donc ça a été de me lâcher la grappe là-dessus et d'accepter de faire quand j'avais envie de faire et que ça sonnait juste pour moi. Et puis ça a été surtout là le gros changement qui m'aide vraiment au quotidien, c'est de voir le mouvement des choses, c'est-à-dire d'être le plus possible dans l'instant, mais de plus anticiper, de plus me dire ah oui mais si je fais ça dans 5 minutes je pourrais pas faire ça, etc. De pouvoir me connecter au fur et à mesure de ok, est-ce que là je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, et si je peux pas le faire c'est pas grave parce que je sais que dans 2 heures peut-être je pourrais le refaire. Avant il fallait que j'attende 2 jours parce que j'anticipais, j'anticipais. J'ai déjà dit. Maintenant, je sais que quelquefois, je me rends compte que dans la journée, une journée qui a très mal débuté, où je peux pas sortir du lit, où c'est vraiment très compliqué, quelquefois, bizarrement, la journée se termine bien, alors qu'avant, c'était forcément une mauvaise journée toute la journée. D'accepter finalement que ce qui se présente en fait, hein. Mais là, l'acceptation, c'est le gros truc du moment, c'est le gros truc de mon année 2021 de toute façon. Donc voilà où j'en suis tout de suite. Ce sont des habitudes pour moi. Hein. J'aurais pas de choses, on va dire, transférables pour tout le monde. Hein. Pour certains, les habitudes, ça sera une routine alimentaire, d'avoir des choses très routinières. Alors moi, d'avoir quelque chose de très routinier, ça me convient absolument pas. Par exemple, l'idée de se reposer pour pouvoir anticiper une activité, ça aide vraiment beaucoup de gens. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. Après, voilà, faut voir ce qui fonctionne. Faut tester par essai et erreur et tester en fonction des moments et voir ce qui résonne pour soi. Et sur les erreurs qui m'ont fait perdre le plus de temps,
je dirais qu'en fait tout était nécessaire. Il y a des choses qui m'ont fait perdre énormément de temps. Finalement, si je les avais, j'allais dire compris, mais je les avais compris depuis longtemps, mais si je les avais mises en pratique et vraiment intégrées, expérimentées depuis longtemps, je pense que je me serais pas aggravée comme je me suis aggravée au niveau de ma santé. Mais après, on ne refait pas. Tout ce qui a été vécu devait être vécu. Tout était sûrement nécessaire. La seule chose, c'est peut-être... oui, si j'avais pas passé toutes ces années à chercher à... Alors j'allais dire fixer, mais je sais pas comment on dit... je trouve pas le bon mot, mais à chercher à résoudre en fait chaque symptôme. C'est-à-dire dès qu'il y avait un symptôme, je paniquais, oulala c'est quoi ce nouveau symptôme, je vais essayer de le résoudre et je vais voir tel médecin. Si je m'étais considérée avant plus comme un tout, et si surtout je m'étais un petit peu lâché la grappe sur tout ce que je ressentais dans mon corps, au lieu d'essayer de trouver, de comprendre, de contrôler, de régler tout ça, etc. Je pense que ça m'aurait fait du bien avant, et je pense que surtout, je serais peut-être pas dans cette situation tout de suite. J'aurais peut-être pu... conserver une activité professionnelle, enfin je sais pas, de toute façon on refait pas le passé, hein. Mais en tout cas j'aurais bien aimé le comprendre avant, j'aurais bien aimé pacifier la relation que j'avais avec mon corps avant, mais voilà, c'est comme ça, et je suis tout de même contente que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui, mais voilà, il faut le temps, et souvent les gens me posent la question de oui mais comment je fais pour faire ça ? En fait, il n'y a pas de recette miracle. Par exemple, comment je fais pour accepter, il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas forcer ces choses-là. Chaque chose se fait en son temps, et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait clic en vous et qui fait que non, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, et automatiquement le changement se met en place. Mais c'est un peu la magie de la vie, c'est des choses qu'on ne peut pas forcer. Et c'est pour ça que pour moi la volonté c'est vraiment très très limité. Donc voilà un peu rapidement mes réponses qui me viennent tout de suite parce que j'ai pas préparé. Peut-être un jour je ferai une vidéo un peu plus perso comme j'ai pu faire là sur ce début d'année pour vous dire un peu mon cheminement, mais pour l'instant voilà ce que j'aime, ce qui me vient. Ensuite, on m'a posé la question de comment faire quand c'est la souffrance morale qui l'emporte. J'aurais tendance à dire deux choses en fait. C'est déjà se permettre de ressentir cette souffrance morale, parce que souvent on la repousse, parce qu'on a tellement peur de craquer, on a tellement peur de s'écrouler qu'on repousse les émotions. En fait, on les... Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas le mot. On les... un peu comme cette cocotte minute où on fermerait bien pour qu'il y ait rien qui sorte. Et le souci, c'est que si on ne fait pas sortir la vapeur au fur et à mesure, en fait, ça va s'accumuler et ça va exploser. Et l'idée, c'est vraiment de s'autoriser à vivre ça. Et même si ça fait peur, même si c'est... j'allais dire c'est noir, c'est-à-dire que quand on le vit, on se dit « mais je vais jamais m'en sortir. Si je vais mettre un œil là-dedans, je m'écroule, quoi. Il faut pas que je mette mon regard là-dessus. » Alors certes, ça peut avoir un impact psychique important si vous restez des mois et des mois, voire même pas des mois, juste des semaines dans cet état-là. Mais de ne pas s'autoriser à le vivre à un moment donné, c'est aussi une part de vous qui a besoin d'être écoutée en fait, cette souffrance. Et il faut trouver comment l'écouter. Il faut trouver quoi en faire, c'est-à-dire déjà la laisser vivre en vous, peut-être écrire, peut-être poser des mots, peut-être parler autour de vous. Parce qu'en fait, cette souffrance-là, elle a des choses à vous apprendre sur vous. Comme je disais tout à l'heure sur la colère, moi c'est un cheminement que j'ai fait par exemple sur cette colère, de me dire ok mais qu'est-ce qui me met vraiment en colère, d'aller voir les croyances en dessous, d'aller voir ce qui me fait souffrir à l'intérieur, d'aller voir pourquoi par exemple pour la personne, pour la vulnérabilité, on ne s'autorise pas à être vulnérable, et en fait cette souffrance elle a des choses à nous apprendre. Mais en effet, y rester trop longtemps, c'est quelque chose de délétère. Donc à ce moment-là, première chose, s'autoriser à le vivre, et deuxième chose, si c'est trop dur, se faire aider, aller voir quelqu'un, aller poser les choses chez quelqu'un. Donc toujours, j'en reviens toujours à se faire aider, mais c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on doit porter tout ça tout seul, et d'autant plus que la souffrance morale liée à la vie avec une pathologie chronique, on en parle peu, mais ça devrait être automatique en fait, de proposer un suivi psychologique. Se faire aider, c'est quand même important pour trouver aussi les clés en soi pour pouvoir aller voir en soi ce qui se passe et pour pouvoir s'accompagner. Bon, je vois que cette vidéo est vraiment très longue et que ma carte mémoire n'a presque plus de stockage, donc je vais peut-être pas faire toutes les questions. Comment faire face au regard de la société quand on est handicapé, quand on ne travaille pas à cause d'un handicap invisible et que les gens nous méprisent et que l'on est encore plus isolé? Alors en fait, déjà, première chose, vous n'avez aucun contrôle sur ce que les gens pensent de vous. Donc vous n'avez rien à faire, en fait. Comment faire? Il n'y a rien à faire sur le regard des autres. Vous ne ferez pas changer les gens. Peu importe ce que vous dites,
Les gens sont dans leurs croyances, vous ne les ferez pas changer. Par contre, ce que vous pouvez faire, peut-être vous déjà vous interroger sur votre perception du handicap, parce que souvent ce qu'on projette sur les autres, c'est aussi ce qu'on pense nous-mêmes de la situation, c'est-à-dire que si vous avez tendance à vous dire que les gens vous méprisent à cause du handicap, qu'ils vous méprisent, alors pas à cause du handicap d'ailleurs, hein, vous m'avez dit à cause du fait que vous ne travaillez pas, à cause d'un handicap invisible, et bien peut-être vous interroger sur vous, votre perception du handicap, sur vous, comment vous vivez le fait de ne plus travailler, et peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, noter toutes les croyances qui vont avec, parce que la réalité, en fait, vous voyez ça, vous dites que tout le monde vous méprise à cause de ça, mais peut-être vous avez eu cette expérience d'ailleurs, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas, à cause d'un handicap ou à cause d'autre chose, et que la majorité des gens en fait s'en fichent. Clairement, moi je vous prends mon expérience, j'ai pas l'impression je ne travaille pas et j'ai pas l'impression pour autant d'avoir été méprisée. Alors peut-être que certaines personnes ont émis des jugements sur le fait que je ne travaillais plus dans mon ancienne entreprise. Mais en fait, souvent, les pires juges, c'est nous-mêmes, en fait. Donc peut-être interrogez-vous sur, est-ce que vous avez honte de la maladie? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous isolez à cause de la maladie? Et est-ce que ça vous culpabilise d'être malade? Est-ce que... Voilà, en fait, quand j'ai lu la question, ça m'a fait penser à ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Peut-être que je suis complètement à côté. Je vous dis ce qui me passe par l'idée. Ce qui résonne pour moi, c'est de s'interroger sur comment je vis le fait de ne plus avoir de vie professionnelle, comment je me juge, est-ce que je me culpabilise, est-ce que j'ai honte par rapport aux autres, et si tel est le cas, une fois de plus, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un pour vous aider à changer un peu votre regard sur les choses, votre perception des choses, d'échanger avec lui là-dessus, parce que je pense que ça pourra changer votre regard, le regard que vous portez sur vous-même aussi, puis peut-être vous apaiser aussi. Donc dernière question, parce que les autres, elles me prendront trop de temps à traiter, donc je les garderai pour un prochain format. D'ailleurs, dites-le moi si c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et je referai ça. Dernière question, comment avec la maladie mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur? Alors ça me fait sourire parce que je vous dis la réponse là finalement c'est comme dans la vie de tous les jours et la vie de tout le monde, en fait, en faisant ce qu'on peut. En fait, dans la vie de tous les jours, quand vous avez des projets, vous faites ce que vous pouvez quand vous pouvez. Quand vous pouvez, vous mettez l'énergie dessus, puis quand vous pouvez plus, vous vous reposez. Et ça va être pareil avec la maladie, sauf qu'avec la maladie, du coup, les ressources, elles vont être limitées, souvent. On aura peu de temps à allouer, donc essayez de voir comment vous pouvez vous organiser au mieux pendant ces fenêtres d'énergie, si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, et d'avancer petit pas par petit pas, et d'accepter que ce qui peut-être vous aurait pris 1 mois ou 2 mois en temps normal, vous prendra peut-être 1 ou 2 ans. Alors je sais c'est compliqué, je sais c'est frustrant, mais au final, on peut quand même mettre des choses en place dès le moment où on a une certaine régularité et organisation, j'aurais tendance à dire. Enfin, régularité, en fait, c'est garder une certaine motivation, et ce qui est bien, entre guillemets, avec la maladie, c'est terrible de dire les choses comme ça, mais moi j'aime bien voir le côté positif des choses, c'est que ça vous amène à vous recentrer sur l'essentiel, puisque vous n'avez plus trop d'énergie, et du coup ça vous amène à vous interroger sur si je mets mon énergie là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui va me nourrir ou pas. Et en général, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, si je me dis ça me nourrit pas, je laisse de côté en fait. Et je ne fais que ce qui va me nourrir dans un sens ou dans un autre, ou en tout cas ce que je sens essentiel pour moi, dans ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, dans ce que j'ai envie d'être avec les autres, et du coup je ne fais que sous cette condition-là. Par exemple les vidéos, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de régularité, pour ma part, je ne les fais que quand je sens l'énergie disponible et que je sens l'envie de parler de tel ou tel sujet. C'est pour ça que des fois je vous annonce des choses, et finalement je les fais pas forcément parce que sur le coup j'avais envie, et puis vous de l'énergie, mon énergie j'ai plus envie après de la mettre dans autre chose, et voilà. Donc c'est respecter son énergie, respecter ses besoins, et faire des projets qui vraiment sont essentiels pour vous et qui partent de là et non de là. Parce que si ça part de la tête, d'une stratégie et de quelque chose que vous voulez anticiper, rapidement vous allez vous rendre compte que dès qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là et qu'il va y avoir un imprévu, la motivation va être dure à garder, alors que si ça vient du cœur, vous trouverez toujours un chemin d'aller vers vos projets, même si ça prend énormément de temps.
Voilà, ça c'est ma vision à moi, je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, je sais qu'il faut revoir ses projets quelquefois à la baisse, je sais que ça peut être frustrant, enfin voilà, je vous avais déjà parlé de tout ça dans mes vidéos de début d'année dernière puisque c'était ce que j'ai vécu, mais finalement avec le recul je me rends compte que peut-être le projet que j'avais moi il y a 1 an, finalement heureusement que je l'ai pas mis en place parce que j'aurais pas pu le tenir avec l'année que je viens de passer sur le long terme, et donc voilà, moi je pars du principe et de la croyance que tout est juste, tout arrive en temps et en heure, parce que cette croyance m'aide. Trouvez la croyance qui vous aide pour mettre en place vos projets petit à petit, accepter que chaque chose se fera en son temps. Bon voilà, j'ai laissé quelques questions de côté, je pense que de toute façon c'est des questions qui auraient mérité presque une vidéo complète, donc si vous êtes une de ces personnes qui m'avait posé une question et je n'ai pas répondu aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, j'ai noté votre question dans la to-do list d'idées des vidéos 2021, 2022. On est en 2022, je vous tourne cette vidéo, nous sommes le début janvier 2022, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je me remets à la nouvelle année, je me remets bien dans les clous. Je vous dis à très très bientôt, et puis n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous voulez que je recommence, peut-être de faire des plus courtes, ou est-ce que c'est ok de le faire plus long avec un chapitrage et que vous puissiez regarder en plusieurs fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne année, surtout une année très douce. Une année pleine de bienveillance, une année pleine de compassion, une année où vous allez vous accompagner en douceur, peu importe ce qui se passe et peu importe ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.